Smart Bourse vous est présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine d'échéance pour les marchés financiers avec l'expiration prévue ce vendredi de différents produits dérivés et contrats futurs sur indice, une semaine avec des enjeux techniques qui vont être importants, d'autant que le CAC 40 est entré en terre inconnue en franchissant le niveau symbolique des 7500 points. C'est un niveau qui est préservé pour l'instant en cette fin de séance. Le CAC 40 s'affiche en léger repli au démarrage de cette semaine, autour des 7500 points toujours pour l'indice parisien. Vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen. Semaine qui sera marquée également par la montée en puissance des résultats d'entreprise pour le premier trimestre, avec évidemment une attention particulière qui sera portée au discours et aux perspectives que les entreprises voudront bien donner aux investisseurs. La microéconomie va donc nourrir de plus en plus les marchés et les investisseurs pour les prochains jours et les prochaines semaines, après de premières couleurs qui ont été plutôt très rassurantes quand on a vu la semaine dernière les croissances affichées par des groupes comme LVMH ou Hermès dans le secteur du luxe et de la consommation discrétionnaire, ou encore les résultats impressionnants également d'une banque comme JP Morgan au titre du premier trimestre. D'autres résultats bancaires sont à venir cette semaine aux États-Unis. Demain, Bank of America, Goldman Sachs ou encore BNY Mellon publieront leurs résultats trimestriels également. Voilà pour les sujets du moment sur les marchés. Et puis comme chaque lundi, le dernier quart d'heure thématique est consacré à l'analyse de la vie publique, politique, économique américaine. C'est notre quart d'heure américain et nous retrouverons à 17h45 en direct, en visioconférence, notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas. Mais d'abord, les infos clés du jour au terme, quasi-terme de cette séance en Europe avec vous, Alix Nguyen, le CAC 40 et les indices européens qui prennent une petite respiration avec une petite baisse à l'arrivée à la Bourse de Paris. Et oui, prudence toute avant la publication d'une flopée de résultats d'entreprises, dont ceux demain de Goldman Sachs et Bank of America. Plus tard, il y aura aussi aux États-Unis les publications de Netflix, Tesla, IBM ou encore Procter & Gamble. En Europe, on attend Kering qui publiera vendredi. Sur le plan macroéconomique, 2 responsables de la Fed, John Williams et Loretta Mester, doivent s'exprimer dans la semaine. On attend aussi le discours de Christine Lagarde. Et puis du côté des indicateurs seront publiés de nouvelles données sur l'inflation de mars et les chiffres de l'activité dans les secteurs manufacturiers et des services en avril et en zone euro, sans compter les chiffres du PIB chinois attendus demain. En attendant, les groupes chinois cotés à Wall Street, Alibaba, JD.com, Pinduoduo sont en nette hausse grâce à un contexte d'optimisme quant à l'économie chinoise. La semaine sera marquée par la publication des premières enquêtes d'activité pour le mois d'avril. À ce titre, Alix, aux États-Unis, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice Empire State pour l'activité manufacturière de la région de New York au mois d'avril et une hausse inattendue de cet indice. Oui, elle a enregistré une forte hausse quand le consensus tablait sur une baisse. Plus exactement, il grimpe à 10,8 après moins 24,6 en mars. La composante des nouvelles commandes ressort à 25,1 et celle de l'emploi à 8. Et puis sur le front de l'activité M&A, fusion-acquisition, on retiendra l'envolée du titre de Prometheus Biosciences, une biotech américaine. Oui, suite à l'annonce hier par Merck de son rachat pour environ 10,8 milliards de dollars. Autre ambiance pour l'action Alphabet qui chute sous l'effet d'une information selon laquelle Samsung envisage de remplacer sur ses appareils le moteur de recherche sur Internet de Google par celui de Microsoft. Et puis, autre fait marquant, ce jour, les actions de semi-conducteurs baissent. C'est le cas de celles d'ASML et ASM International.
internationales. Selon l'Economic Daily News, le géant taïwanais de puces TSMC veut réduire les investissements dans les capacités de production. À noter, KSML publiera ses résultats trimestriels mercredi matin. Plus près de nous, Faurecia commence bien l'année et confirme ses objectifs pour 2023. Sur les 3 premiers mois de 2023, Faurecia a dévoilé des ventes en progression de 29%. Son titre baisse en revanche en raison de l'abaissement de Barclays de son opinion. Et puis, toujours du côté des entreprises françaises, on retient que Renault connaît une croissance de ses ventes limitée, et ce, malgré le rebond des modèles familiaux. Au premier trimestre, la principale marque du groupe voit ses ventes de voitures particulières progresser d'1,8% sur un an. Et puis c'est suffisamment rare pour être noté, Alix, LVMH est de retour sur le marché obligataire. Et oui, pour la première fois en 3 ans, LVMH entend émettre de la dette grâce à des résultats trimestriels bien au-dessus des attentes, cumulés à des conditions plus calmes sur le marché de crédit en Europe. D'après Bloomberg, la demande pour la première émission obligataire d'LVMH depuis 3 ans aurait atteint plus de 3,6 milliards d'euros. LVMH souhaite placer au moins 500 millions d'euros de nouvelles obligations d'échéance 2025. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h, en direct, les infos clés de marché, le résumé de la séance avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissière est avec nous, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci à Vincent Chéniaud de nous accompagner également. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche de Generali Investments et Éric Bertrand avec nous également en plateau. Bonsoir Éric. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur général délégué en charge des gestions d'Ophi Invest Asset Management. Éric, peut-être quelques commentaires. Alors, quelques publications ne font pas la tendance des résultats du trimestre passé, bien sûr, mais on a eu quand même quelques poids lourds, je le disais, dans le secteur du luxe, la consommation discrétionnaire, LVMH, Hermès la semaine dernière. On a eu quelques premières banques majeures américaines, dont la première d'entre elles, JP Morgan, qui publiait ses résultats vendredi. Ça donne un peu de couleur quand même pour des secteurs emblématiques. Le luxe, c'est important pour le CAC. Les banques, c'est important pour tout le monde d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a déjà des premiers enseignements ou des indices, des indicateurs qu'on peut extrapoler un petit peu de ces publications, Éric ? Il y a une très forte résilience au premier trimestre dans l'ensemble des entreprises. Donc ça, c'est un peu comme attendu. Sur le luxe, c'est vrai que ça reste toujours assez impressionnant. Et c'est d'autant plus porté en termes de cours boursiers que les taux d'intérêt commencent à voir un peu le bout de la hausse, en tout cas à aujourd'hui. Et c'est vrai que ça crée vraiment des très grosses dichotomies sur notre marché action. On y reviendra peut-être, où on va avoir des LVMH ou des Hermès qui peuvent porter une grande partie des indices compte tenu de leur poids, alors que typiquement les banques européennes vont rester quand même un peu en queue de peloton. Et côté banque américaine, très beau résultat des banques. Donc, on est toujours content de savoir que les grandes banques, comme les moyennes, nous ont inquiétés, les régionales sont plutôt on track. Le point qui était assez intéressant quand même, c'est que on regardait si on commençait à avoir un peu de ralentissement, un peu de mouvement à l'intérieur des comptes, et force est de constater que la santé est toujours insolente. Si on veut vraiment regarder dans le détail, on commence à avoir un peu des hausses de provisions sur des crédits à la conso, qui témoignent d'une anticipation de ralentissement. Mais quand on regarde dans les stats, pour l'instant, il n'y a absolument rien d'avéré. Et c'est un peu le sujet, c'est combien de temps on va continuer de entre guillemets, courir ou anticiper cette récession qui ne vient pas. Est-ce qu'on a été rassuré sur la question de la stabilité des dépôts bancaires aux États-Unis, ou est-ce qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions, des discours qui ont été apportés par les banques spécifiques? Il faut toujours être prudent. Ce qui est assez surprenant, en fait, c'est qu'on a entendu plusieurs choses, et puis les chiffres arrivent avec du retard, mais on a vu une fuite des dépôts des banques régionales suite à l'inquiétude de la Silicon Valley Bank. Au début, porté directement vers les grandes banques, et là, on voit que le grand gagnant, en fait, c'est plutôt les inflows vers les fonds monétaires américains, notamment ceux qui sont investis en treasuries, parce qu'on retrouve quand même des rendements absolus. C'est de la dette d'État. Bon, alors, il y a le plafond de la dette et le CDS. La protection contre le défaut de l'État américain a augmenté à un plus haut de quelques années récemment. Mais mis à part cette charmante parenthèse, on sent bien qu'il y a quand même un retour en grâce du fonds investi dans des titres clairs, lisibles et valorisés, et que finalement les dépôts des grandes banques n'ont pas tant profité que ça de la fuite des banques régionales. Et ce mouvement à l'aune de ce qui a été mesuré. Et ce mouvement des dépôts vers les fonds monétaires, c'est quelque chose. Il y a encore du carburant. Il y a encore du grain à moudre de ce point de vue-là, ou est-ce que c'est un phénomène qui peut, j'allais dire, s'épuiser au bout d'un moment?
Il y a eu un phénomène de stress, clairement, sur la façon dont les banques régionales, donc surtout les banques en dessous de 250 milliards de total bilan, ont géré les 2 dernières années dans la façon de gérer leur bilan, qui n'a pas toujours été très lumineuse. Donc ça, c'est une étincelle qui provoque une fuite. Ensuite, on regarde les supports court terme. Plus globalement, je pense que la sortie de taux court très bas remet dans l'équation et dans l'allocation, en période d'incertitude en particulier, toute la classe d'actifs monétaires. Bien sûr. Tout simplement, quand on regarde l'ensemble des rendements absolus, même si on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, on se retrouve avec un taux court du 4, du 4,5, ça dépend ce qu'on achète exactement aux US. C'est une bonne situation d'attente, sachant qu'on est sur un... Ah, mais c'est parfaitement rationnel. Hein. Et donc, pour le coup, pour répondre à la question, je pense que c'est pas fini ces réallocations. Vincent, c'est un point clé, hein, effectivement, après les troubles bancaires du mois de mars, les situations un peu spécifiques. On a le sentiment que globalement, le stress bancaire est quand même retombé d'un cran, mais tout le monde est très attentif à cette crise du passif. C'est-à-dire la stabilité des dépôts, la viscosité des dépôts. Alors, on apprend également de nouvelles notions, le déposit bêta également, quelle est la capacité des banques à retranscrire ou non les rémunérations qu'on peut trouver auprès d'une banque centrale aujourd'hui comme la Fed ou la Banque Centrale Européenne. Comment vous analysez ce phénomène un mois après le choc SVB, signature aux États-Unis, la résolution Crédit Suisse en Europe? Oui, alors on a effectivement des chiffres hebdomadaires de la Fed sur tout ce qui est banque commerciale américaine, mais également sur les flux d'investissement. Et c'est vrai que les tout derniers chiffres sont plutôt assez rassurants, c'est-à-dire qu'on a eu un engouement massif pour les fonds monétaires, en effet. 400 milliards de dollars de flux entrants en 4 semaines, ce qui est considérable. Mais les chiffres de la semaine dernière marquent une accalmie très notable. Et puis les derniers chiffres de la Fed concernant les dépôts également sont plutôt rassurants. Donc ça semble stabiliser. Ceci dit, je voudrais, alors, sans entrer dans des considérations trop techniques, mettre en avant des détails qui ont quelque peu amorti le choc pour les banques. Parce que voilà, il faut garder en tête que c'est pas 1 pour 1. Le fonds monétaire contre dépôt bancaire, c'est pas 1 pour 1. C'est-à-dire que ce qui va dans les fonds monétaires peut retourner dans le système, en fait, et ne prive pas forcément les banques de liquidité. Ce qui est plus inquiétant, c'est quand les fonds monétaires placent leur argent auprès de la Fed. Et oui. Elles ont accès aux fenêtres de reverse repo, par exemple. Exactement. C'est exactement ça. Et là, il y a eu des flux également très importants. Ça se calme également, mais le risque, il est là. C'est qu'effectivement, ces flux vers la Fed pourraient impliquer une baisse de la liquidité dans le secteur bancaire. Un autre élément qui a amorti le choc, c'est le fait que le compte du Trésor américain à la Fed a beaucoup baissé, de l'ordre de 800 milliards depuis 9 mois. En partie, c'est parce que le Trésor américain se prépare à la question du plafond de la dette et donc emprunte moins et utilise les liquidités qu'il a à la Fed. Mais ça, en l'occurrence, ça implique un afflux de liquidités dans le secteur bancaire, très important également, qui a amorti le choc pour les réserves bancaires, pour la liquidité des banques. Ça, c'est un phénomène qui ne va pas se poursuivre parce que là, on est à peu près au plus bas sur le compte du Trésor à la Fed et donc ça va forcément, ça ne peut pas continuer. Donc voilà, je crois que oui, on a des éléments un peu rassurants, mais la situation reste quand même menaçante parce qu'on a des fonds monétaires qui offrent des niveaux de rendement nettement supérieurs aux dépôts bancaires. Et donc cette fuite pourrait se poursuivre et les fonds monétaires pourraient placer l'argent à la Fed. Je crois vraiment que la conclusion, c'est que les banques vont être défensives et vont resserrer les conditions de crédit. On va avoir une rationalisation des bilans bancaires qui va impliquer une raréfaction du crédit, ce qui a un impact sur l'économie. Ne serait-ce que pour des questions de plomberie, de mécanique des fluides, du système financier en général aux États-Unis. Là, l'enseignement, c'est que tous les senior loans officers des grandes banques vont être beaucoup plus prudents à l'avenir. Absolument. Les banques protègent leur liquidité, rationalisent le bilan. On va suivre de très près l'enquête trimestrielle de la Fed auprès des banques, le Senior Loan Officer Survey, en effet, qui va être publié probablement début mai. Oui, qui devrait... juste avant le meeting, je crois. Je crois qu'ils auront peut-être connaissance Ils auront connaissance, en effet, et ça devrait indiquer un resserrement supplémentaire des conditions de crédit. Il est intéressant de noter
noter que l'enquête auprès des PME aux États-Unis, publiée la semaine dernière, indique cette raréfaction du crédit déjà, puisque la disponibilité du crédit bancaire a connu sa plus forte baisse mensuelle depuis 20 ans. Et donc déjà, les PME disent on a du mal à accéder au crédit. C'est un sujet qui est très spécifique US, où on va retrouver, peut-être sous des termes différents, ce sujet en Europe également, question de la stabilité des dépôts, de la rémunération, etc. Alors, je pense qu'il y a quand même plus d'inquiétude sur les banques de taille petite et moyenne aux États-Unis qu'en Europe. Où effectivement on a eu un relâchement de la réglementation aux États-Unis sous Trump, ce qui ne s'est pas du tout produit en Europe. Donc on n'a pas les mêmes inquiétudes. Ceci dit, le fait est que la bataille pour les dépôts se produit également en Europe. Il y a également une compétition qui vient des fonds monétaires, certes moins puissante qu'aux États-Unis, mais les banques européennes également vont faire preuve de prudence. On le voit déjà. Si aujourd'hui vous voulez un crédit immobilier par exemple, les conditions se sont sensiblement durcies et pas simplement en termes de prix, également en termes de conditions. Que disent les ratings d'Equity GPS dans ce contexte? C'est toujours intéressant d'avoir cette rationalisation de la situation de marché avec vous. Gilles, sur la situation, on est parti sur les banques. On pourra redire un mot peut-être du secteur du luxe, mais allons-y sur les banques et les banques régionales américaines. Nous traduisons, on est tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et on traduit ça en termes de perspectives boursières avec un 4 sur 10 sur les banques américaines en général. Et avec une problématique en effet focalisée sur les moyennes, sur les banques moyennes, qui en plus ont beaucoup d'autres problèmes que ce qui vient d'être mentionné. C'est vraiment... il semblerait que la concentration ne soit pas finie aux États-Unis sur tout ce segment-là. Et puis le fait d'avoir le comité de Bâle 3... de Bâle, donc, qui poussent pour que Bâle 3 soit imposé en totalité à ces banques, ça laisse pas augurer d'évolution de très belles perspectives pour les actionnaires. Ces banques-là vont être gérées de façon sans doute beaucoup plus dure, avec moins de dividendes, moins de croissance. Regardons ce qui s'est passé sur les banques C'est un nouveau européennes. monde. Vous êtes en train de décrire un nouveau monde et surtout un processus de rationalisation de ces banques moyennes américaines qui va s'étendre dans le temps. C'est quelque chose de long devant nous. Sans doute. Et puis il y a une problématique marketing aussi qui est énorme. Des banques qui s'appellent Bank of Ozark, First National Bank of Trifouilly-les-Oies. Si vous voulez, ça avait un sens il y a 30 ans ou il y a 50 ans. Aujourd'hui, avec tous les clients qui sont sur Internet, ça n'a plus trop de sens. Et les comportements sont beaucoup plus volatiles. Et donc, rassurer les gens, je dirais maintenant, c'est assez différent de ce qu'il fallait faire il y a... Oui, il y a c'est pas juste ans. un nom et une enseigne, quoi. Exactement. Et donc là, il peut y avoir un sujet de migration plus durable et plus profond, un sujet quasiment démographique et marketing pour ces banques-là. À l'inverse, et en revanche, sur les banques de la zone euro ou européenne en général, on a un rating qui est encore tout à fait constructif et qui laisse entendre en effet que l'effet sur les banques européennes est moins important parce que d'abord les clients sont beaucoup plus multibancarisés en zone euro, ils sont beaucoup plus loqués dans leur banque, et puis l'autre élément c'est que Bâle 3 a été imposé, ça fait 15 ans, et donc c'est pas du tout la même situation, c'est pas du tout les mêmes bilans. Oui, et puis les banques européennes elles commencent juste à profiter également de la normalisation du taux de dépôt, en l'occurrence de la Banque Centrale Européenne. Exactement. Il y a un peu de décalage aussi entre la situation américaine et européenne. Elle est beaucoup moins violente. Bon. Et sur le luxe, LVMH, Hermès, qu'est-ce que ça donne après les résultats? Oui, alors on a des ratings entre 5 et 6 sur 10. Donc on aurait pu s'attendre à des ratings beaucoup plus bas compte tenu de l'évolution des cours. Qui a été absolument stellaire. Et sur ces boîtes-là, des ratings autour de 5 ou 6 sur 10, historiquement, ça a été associé avec des performances boursières ultérieures des titres à 2 chiffres.
entre 10 et 20%. Alors bien sûr, la composition de nos ratings est déséquilibrée entre le sous-score de valorisation qui est faible, donc peu attractif historiquement, mais un sous-score de dynamique des perspectives relatives qui est juste extraordinaire. Et donc ça fait une moyenne tout à fait constructive en fait sur ces valeurs-là qui en plus doivent bénéficier probablement d'une espèce de flux ou ont bénéficié peut-être, je ne sais pas dans quelle mesure ça va être durable, mais ont dû bénéficier d'un flux défensif en dehors des marchés émergents et de la Chine ou de l'Asie et vers des valeurs sensibles à cette géographie et à ce thème, mais avec des gouvernances plus occidentales et plus protégées. Ça nous amène à dire un mot du CAC 40 spécifiquement. Eric, est-ce que le CAC est un ovni ? La Bourse de Paris est le premier marché boursier aujourd'hui en Europe, et quand je dis Europe, au sens très large, même en incluant le marché boursier britannique. C'est la place de Paris qui est number one en termes de capitalisation boursière. Alors, est-ce que c'est juste, oui, LVMH, Total Energy, Hermès et une poignée de valeurs, ou est-ce que c'est quand même quelque chose de plus large ? Et est-ce que derrière la performance du CAC 40, le marché italien aussi signe des performances spectaculaires depuis le début de l'année, est-ce que c'est toute l'Europe boursière qui est en pleine dynamique ? Oui, il y a plein de questions là. Ouais. Il y a un sujet, il y avait un côté un peu value Europe par rapport aux US qu'on est en train de rattraper. Donc c'est ce qui explique une bonne partie. Enfin, je dis un côté, parce que quand on regarde dans le détail, c'est pas exactement ça, mais il y a un côté rattrapage de la performance européenne qui était quand même sur toute la séquence Covid, qui était quand même très très loin d'autres niveaux de vélo. Les secteurs européens par rapport à leurs pairs américains sont tous décotés. C'était moins cher. Tous décotés. Au global. Derrière, pour revenir sur le CAC 40 en lui-même, sans être un spécialiste, on a quand même, dans tous les gros indices boursiers, ces phénomènes de gigacap. Quand je dis giga, on a vraiment à l'analyse de 5 ou 6 entreprises, et plus l'indice est concentré, malheureusement, plus c'est vrai, une distorsion de la performance globale de l'indice qui est emmenée par ces quelques valeurs. L'exemple de LVMH est tout à fait symptomatique quand on voit à quel point il emporte le CAC et quand on voit ce que les banques vont représenter par exemple à l'intérieur. Et cette distorsion, alors on l'a dans le CAC ou dans le MIB 30 parce que c'est des indices assez concentrés. Quand on élargit les indices, ça va un peu mieux. Même si, quand on regarde le S&P dans le détail, le top 20 des boîtes fait quand même une grande partie de la performance. Et ça, plus généralement, ça tord l'analyse parce que on va continuer d'appliquer un peu des raisonnements macro, cycle, style, à des gigacaps qui ont des problématiques en général assez idiosyncratiques, assez individuelles, des réactions à tel ou tel facteur qui ne sont pas forcément... Alors, à la face, ça devient de la macro, mais typiquement dans le luxe, les taux d'intérêt, ils ne sont pas du tout étrangers à la trajectoire, enfin, ce qu'on a pu connaître sur ces taux d'intérêt. Et quand on regarde ce qui se passe, par exemple, sur les small ou les mid-cap, ce n'est pas du tout la même histoire que celle qu'on vit sur les grands indices. Enfin, dernier point, il y a en termes de cycle et de connexion de la planète, on est sur toutes ces gigacaps sont très très internationales et sont sur, sur un secteur typiquement le luxe. Où on va pas être tellement sensible au taux d'épargne du consommateur américain, s'il a son emploi ou pas, etc. Et donc, le cycle et la perf boursière s'étirent assez notablement. Il faut vraiment regarder dans la composition des indices ce qu'on achète. Au global, on embarque quand même pas mal de performances sur ces indices assez rapidement, et sans doute par un effet d'éviction, on se rassure en achetant son LVMH, son Hermès, on est tranquille, on est moins inquiet, on sait ce que c'est le refuge, quoi. Ça va. Oui. C'est de la valeur refuge. Ouais. C'est l'anti-trésorerie, c'est le bon goût dans l'autre sens. Et ça va continuer, je dirais, d'emmener les indices, pas forcément pour de bonnes raisons. En même temps, le rattrapage, ça peut prendre du temps. Quand on voit le piège de la value qu'on a connu pendant 4 ans, ça peut prendre du temps avant de se corriger. Et mais dans ces configurations, on continuera d'avoir ce type de surperformance dans ce type de marché. Ouais. Et ça fait de l'Europe des marchés qui sont chers aujourd'hui, ou pas forcément, Eric ? Non, on les trouve
pas encore très cher, par rapport aux US notamment. Ouais. Par contre, c'est très, très, très étiré. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces boîtes, vous allez avoir certaines entreprises qui se payent 40, 50 fois, enfin, par exemple, quand vous regardez l'auto, même si c'est mondial ou le secteur bancaire, ça se paye une misère. Ouais. Donc, on n'achète pas un PE moyen, on achète à quelque chose de très, très étiré. Et donc, faire ses courses au milieu n'est pas simple, parce qu'il y a quand même une grande partie des flux qui sont emmenés par les réplicateurs d'indices, les ETF. La logique indicielle, bien sûr. On achète tout au milieu. Et donc, dire que le marché est cher, certains, on les trouve quand même assez chers pour le coup. Ouais. Et ça peut encore l'être un peu plus, et d'autres vraiment peu chers, mais ça peut durer longtemps. Ouais. Sur les enseignements macro, peut-être, alors partant de LVMH et Hermès, je voulais qu'on dise peut-être un mot de la dynamique chinoise, Vincent, puisqu'on aura la nuit prochaine pas mal d'indicateurs spécifiques pour le mois de mars, et puis le chiffre de croissance global pour le premier trimestre pour l'économie chinoise, qui sera évidemment forcément meilleur que les trimestres précédents. On était sur une croissance nulle officiellement au quatrième trimestre 2022 en Chine. Bon, le lien est assez facile, mais oui, on parle d'une reprise, d'une réouverture sanitaire et d'une reprise de la consommation en Chine. LVMH, Hermès et d'autres semblent indiquer que oui, ça se passe bien pour eux, en tout cas du côté de la consommation chinoise. Est-ce qu'on peut aller au-delà de simplement les messages spécifiques qui ont été envoyés par ces groupes-là aujourd'hui, Vincent ? Oui, en effet. Bon, il faut rappeler d'abord que si les marchés d'actions ont performé aussi bien cette année, vous avez parlé de la France et de l'Italie en particulier. Bon, c'est d'abord parce que l'économie surprend positivement. L'économie a été remarquablement résiliente, plus je dois dire que je ne l'aurais pensé. Et il y a un optimisme général, un sentiment économique qui s'est fortement repris. Alors la réouverture de la Chine, clairement, avec le changement complet de politique Covid, a participé à cet optimisme, et ça va être reflété dans les chiffres du premier trimestre. On attend une croissance autour de 4% en glissement annuel, qui va confirmer la reprise qu'on voit par exemple dans les PMI, notamment dans le secteur des services. Alors, le secteur manufacturier est un peu plus faible parce que globalement le secteur manufacturier est plus en souffrance, est plus exposé à la forte hausse des taux d'intérêt globalement. Mais la reprise en Chine est déjà manifeste et va se confirmer. On peut même penser que le deuxième trimestre sera encore meilleur. Donc ça, c'est clairement un point positif. On attend pour cette année une croissance proche de 5,5% en Chine, contre 3% si je me souviens bien l'année dernière. Donc c'est une amélioration très notable. Qui est déjà dans les cours. Encore une fois, quand on voit la performance du CAC 40, on imagine que la réouverture de la Chine n'est pas anodine dans la performance du CAC 40. Le marché a déjà anticipé toute l'histoire de la reprise de la consommation chinoise, ou est-ce que c'est un phénomène qui peut encore apporter de la surprise ? Je pense que c'est pas mal dans les prix. Alors, il est toujours facile d'expliquer ex post ce qui s'est passé. C'est sûr que les surprises économiques, globalement, donc on a des indices de surprise qui mesurent les écarts des publications par rapport aux anticipations du marché. Ces indices de surprise économique sont très élevés et commencent à se replier. Donc, je pense que on a emmagasiné maintenant beaucoup de bonnes nouvelles. Et ces indices de surprise sont également très élevés en Chine. Donc, je pense qu'on a beaucoup de bonnes nouvelles. Le positionnement est un autre facteur. Les investisseurs étaient très défensifs il y a 3-6 mois. Moins aujourd'hui. Le positionnement est un peu plus neutre. Voilà, on a eu des éléments techniques qui ont également favorisé la hausse du marché. Par exemple, des rachats très nettement supérieurs aux émissions d'actions. Donc ça, c'est un élément technique favorable. Donc voilà, on a beaucoup de bonnes nouvelles, je pense, dans les prix. La vraie question maintenant, c'est est-ce que effectivement on va avoir ce fameux ralentissement économique qui, pour l'instant, n'est pas vraiment apparu. Alors qu'on voit, et ça paraît légitime, l'activité des services commencer à ralentir un petit peu, Vincent, quand on regarde les enquêtes manufacturières, industrielles, ou encore là aujourd'hui l'enquête du moral des promoteurs immobiliers aux États-Unis, non seulement ça arrête de baisser, mais parfois, ça commence même à se redresser. Alors, partant de niveaux très très faibles pour l'industrie, le manufacturier, l'immobilier. Et on se demande si on ne va pas avoir à nouveau une forme de passage de relais, d'une certaine manière.
Voilà, et la Chine qui va rester solide. Donc effectivement, tout n'est pas noir. Ouais. Après, il faut voir dans quelle mesure les banques resserrent le crédit. Si on regarde les indicateurs précurseurs, et notamment les standards de crédit, ils ont commencé à se resserrer. Je pense que ça va s'aggraver. Et donc, je pense qu'il est quand même un peu tôt pour crier victoire et qu'on va quand même avoir un ralentissement notable. Je continue à penser qu'on n'a pas une hausse de la Fed de 475 points de base, bientôt probablement 500, puisque le marché price maintenant avec une forte certitude une hausse des taux au mois de mai, sans impact. Donc on a un peu ce balancier. Je dirais que chaque jour qui passe, on a une forme de stabilité financière, voire d'euphorie financière, rend la tâche plus compliquée pour les banques centrales en termes de ralentissement et de lutte contre l'inflation, puisque pour que l'inflation rebaisse, il va falloir que la demande ralentisse. Et donc, les banques centrales vont probablement devoir pousser le bouchon un peu plus loin, avec le risque qu'in fine, ça ralentisse davantage. Bon. L'inflation reste trop élevée. Prochaine réunion, 2 et 3 mai pour la Réserve fédérale américaine et dans la foulée, le 4 mai, la décision de la BCE. Oui, Eric ? Je partage complètement ce qu'il a dit, c'est super important parce que non seulement les banques centrales vont tenir, mais surtout aujourd'hui, les courbes anticipent, notamment sur la Fed, alors même si ça va un peu mieux, qu'elle rebaisse très vite. Et ça, dans la configuration dans laquelle on est, je pense que la deuxième partie de 23 et 2024 sur les taux courts américains se gourre vraiment. Même en intégrant l'idée d'un crunch, credit crunch, qui s'intensifierait progressivement, graduellement. Ouais, mais la dernière séquence de remontée des taux courts face à une lutte contre l'inflation, justement, quand l'inflation a commencé à redescendre, il y a eu tout de suite un effet taux court et c'est reparti de plus belle. Et là, on a vraiment ramé derrière. Je pense qu'ils ne feront pas 2 fois cette erreur. Ils iront peut-être moins haut que prévu et le resserrement et le crédit crunch implicite de la séquence SVB et consorts va sans doute rajouter implicitement, ça dépend des estimations, mais 2 hausses de taux. Par contre, ils vont sûrement pas rebaisser au premier signe de rebaisse légère de l'inflation. C'est pour ça que les anticipations de courbe aujourd'hui qui voient la Fed agir dans 6 mois, on va monter là au printemps et on va rebaisser à la fin de l'année. C'est des anticipations qui ont été réactivées pendant la crise bancaire, notamment. Parce qu'à un moment, le marché achetait le schéma higher for longer. C'est-à-dire que c'est une idée qui commençait à passer. Très vite en 24, ça rebaissait. Il y a des rebaisses de taux. Mais auquel cas, si il y a rebaisse de taux, c'est que ça ralentit. Et si ça ralentit, pour le coup, les prévisions de bénéfices et les multiples equity côté américain sont sans doute un peu trop optimistes. Il y a un des deux marchés qui a tort. Plus la baisse de taux est pricée loin dans le marché obligataire, plus ça reste favorable pour les marchés actions, quoi. Y a débat. Est-ce que les baisses de taux seront suffisantes pour rassurer le marché action face à un ralentissement dans ses révisions de bénéfices ? Et là, je pense qu'on peut faire 2 heures sur le débat. Mais il faudrait que ces 2 marchés se réconcilient. Aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas tellement le cas. Bon, sur ces considérations, Gilles, et puis un mot des émergents aussi peut-être, parce que c'est vrai qu'on parle de la Chine, de la reprise de consommation en Chine. Autant on le voit chez LVMH et Hermès, désolé, je suis un peu obsessionnel là-dessus, autant on a l'impression qu'on le voit un peu moins dans les indices actions des marchés chinois. Sans doute. Nous, on a 9 sur 10 en rating sur la Chine. Mais par contre, on a un sentiment de marché, en gros un reflet des flux entrants et sortants, qui, sur la Chine, est pas encore positif, alors qu'il est redevenu très positif sur les marchés développés. Et donc on a l'impression que la géopolitique a pu jouer un rôle et pour de grands allocataires d'actifs à très long terme, c'est souvent occidentaux qui ont le monde comme terrain de jeu, terrain d'allocation. C'est à moyen terme, ça peut devenir compliqué de justifier des allocations élevées dans certaines zones aujourd'hui, compte tenu du climat géopolitique. Donc, alors c'est une forme de mismatch. Alors, ça veut dire aussi que il y a potentiellement pas mal de mauvaises nouvelles qui sont pricées dedans. Dans les cours et dans l'hypothèse où, mais là je ne suis pas un géopoliticien, dans l'hypothèse où on a des raisons de penser que les choses vont s'améliorer à court terme, ou se détendre à tout, se stabiliser, ou arrêter de se dégrader. On pourrait avoir une risée possiblement importante. Je rappelle à ce sujet, sans être géopoliticien, qu'il y a des élections à Taïwan 2024. Voilà, et qu'il y a 2 partis à Taïwan, le Kuomintang,
plutôt pro-chinois, historiquement, et le parti équivalent d'un parti démocrate, historiquement plutôt pro-occidental. Assez proche de la Chine et appartenant au monde développé, est-ce que le Japon est un bon marché pour jouer également la reprise d'activité en Chine Alors au niveau d'allocation d'actifs top-down, pas vraiment. On a 1,7 sur 10 seulement sur le Japon. Historiquement, ça a été le corollaire a été ça a appelé des performances très légèrement négatives sur le marché dans son ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on a c'est le même rating sur toutes les valeurs. Il y a pas mal de valeurs japonaises qui nous paraissent très intéressantes, notamment les très internationales, notamment les valeurs tournées vers l'automatisation. C'est que le Japon est en crise démographique pour longtemps, et donc tout ce qui est lié au remplacement des hommes par les machines et par l'automatisation, ils sont culturellement et forcés d'ailleurs par leur politique migratoire très restrictive de travailler beaucoup là-dessus, et donc ça donne des boîtes qui sont parmi les meilleurs du monde dans leur domaine et très internationales. Donc il y a des valeurs japonaises qu'on aime bien, mais néanmoins en termes d'allocation d'actifs globales, on trouve qu'il y a mieux à faire ailleurs. Pourtant, j'ai jamais autant parlé du Japon que depuis 3 ans ou 5 ans. Enfin, c'est à peu près tous les 3 ou 4 ans ou 5 ans que ça revient sur la table. Mais il y a quand même beaucoup d'exemples là, d'investisseurs anglo-saxons assez emblématiques, du Elliott, du Warren Buffett, qui font des calls sur le Japon là, depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Je sais pas, est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce que c'est pour un gérant un peu global? Est-ce que c'est un marché qui se regarde? Est-ce que ça reste du satellite forcément? Ou est-ce que là, il y a quelque chose de particulier en ce moment au Japon, Eric? Moi, j'ai toujours un sujet un peu sur la banque centrale du Japon. Justement, le changement, la passation de pouvoir se fait en ce moment. Et en douceur. Et en douceur. Et en douceur. Et c'est vrai que il n'y aura pas de révolution. J'ai l'impression d'avoir... Alors, on s'attendait, il y a encore 3 mois, on s'était dit toutes les banques centrales ont bougé. C'était une crainte, c'était un risque. Partout. On va finir la séquence, il y aura un nouveau gouverneur, ça va changer. Il ne s'est rien passé, en fait, sauf de vraiment significatif. J'ai l'impression d'avoir un peu une épée de Damoclès. Alors certes, ils ont tellement attendu les rondelles inflationnistes depuis que je bosse, je crois. 30 ans. Je pense qu'ils vont prendre leur temps. Il y a un peu d'euthanasie du rentier pour faire baisser le ratio de dette sur PIB, qu'on va pouvoir leverager un certain temps. Ils ne sont pas pressés de tuer l'inflation, quoi. Peu d'inflation qu'ils ont aujourd'hui. Mais ça devient forcément, au bout d'un moment, toujours un sujet. Et donc l'avoir devant, je préfère l'avoir derrière moi plutôt que devant moi, et ce malgré le dynamisme évoqué sur la zone, et en particulier à cause du voisin chinois, mais un petit peu de prudence de ce point de vue-là. Bon, je sais pas, c'est vrai que c'est un sujet qui paraît parfois un peu loin, mais on peut en dire un mot, Vincent. Il se passe des choses au Japon, les salaires augmentent, les investisseurs anglo-saxons un peu activistes se retrouvent dans des sociétés japonaises toujours très décotées. Ça a toujours été le cas. Là, je vois quand même plus de la moitié du Topix, des boîtes du Topix se traitent sous la book value. C'est le genre de truc, ça met des petits warnings quand même sur la carte mondiale de l'investissement, et il y en a qui y vont aujourd'hui. Alors bon, est-ce que c'est un vrai ou faux départ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est un sujet qui fait parler. Oui, en effet, non, mais c'est un marché qui est très bon, c'est très bon marché depuis longtemps. Mais on a un peu de mal à voir quels sont les triggers, les facteurs qui pourraient déclencher une forte reprise. Mais c'est vrai que la valorisation reste plutôt basse, et c'est vrai qu'également, si vous investissez non couvert en change, le yen est plutôt également bon marché. C'est-à-dire que si effectivement on avait une hausse de l'aversion pour le risque, parce qu'on a quand même si l'ambiance est quand même très positive, on a quand même des facteurs de risque qui sont très importants, ça pourrait bénéficier effectivement d'une fuite vers la qualité, et le yen en bénéficierait. Donc effectivement, après c'est une économie qui souffre toujours structurellement d'un excédent d'épargne privée, consommateurs, mais surtout entreprises. Et donc la question est celle-ci: comment est-ce qu'on peut arriver à redynamiser la consommation, l'investissement déjà élevé, mais l'excès d'épargne est très important. Oui, du point de vue des entreprises, ce qui est fascinant, c'est de voir que l'opérateur boursier de Tokyo, le Tokyo Stock Exchange, est en politique de name and shame des entreprises qui sont structurellement décotées sous la book value et qui n'agissent pas assez justement pour ou retourner plus de cash aux actionnaires ou allouer différemment leur cash dans les possibilités qu'elles ont. Ouais.
il y a un vrai push de ce point de vue-là. Matières premières, Vincent, il faut en dire un mot aussi, parce que c'est vrai que le mois d'avril marque peut-être un petit changement, notamment quand on regarde les cours du pétrole qui baissaient depuis plusieurs mois. Il y a eu la décision surprise de l'OPEP de couper à nouveau après la coupe qui avait été annoncée déjà au mois d'octobre, alors qu'on est tous en train de constater, de vivre sur l'espoir de la désinflation. Est-ce qu'il y a là les germes d'un petit grain de sable qui pourrait venir faire dérailler le Je pense narratif. qu'il faut regarder ça de très près, en effet. Alors, la décision de l'OPEC a eu un impact positif sur le prix du pétrole, mais pas non plus massif. Mais c'est vrai que si vous regardez l'indice matières premières de Bloomberg, par exemple, Ouais. De façon plus générale, au-delà du pétrole, c'est vrai qu'on était dans une tendance baissière qui, à mon avis, a très fortement participé à cette résilience de l'économie dont je parlais plus tôt. Alors, c'est vrai qu'il y a également la politique économique, monétaire et fiscale pendant Covid, où on a énormément distribué. Il y avait un excès d'épargne qui a également contribué à la bonne tenue de la consommation globalement. Mais également cette baisse du prix des matières premières et de l'énergie qui effectivement a vraiment été une bouffée d'oxygène pour les entreprises, pour les consommateurs. Et là, si vous regardez ces indices de matières premières, en fait, on était dans un canal baissier qu'on vient de casser à la hausse. Et ça, c'est un signal qui clairement mérite une attention particulière parce que pour le mix croissance-inflation, c'est très important. Si vous avez une accélération à la hausse, ça dégrade la croissance, ça fait pousser l'inflation à la hausse, ça ne plaît pas aux banques centrales, et donc ça peut vraiment changer l'ambiance qui, effectivement, a été remarquablement positive. Et déjà, ça change la perception. Je regardais l'enquête du Michigan auprès des ménages américains pour le mois d'avril, qui a été publiée vendredi, qui mesure différentes choses, le moral du consommateur américain, mais aussi les anticipations des ménages sur l'inflation à 1 an et 5 ans. La remontée est spectaculaire. D'un mois sur l'autre, on prend 100 points de base sur les attentes d'inflation des ménages à 1 an. Ce n'est pas forcément la réalité, mais ça donne une mesure de la perception quand même qui a marqué une rupture au mois d'avril. Et ce sont des choses que les banquiers centraux regardent. Alors, les anticipations d'inflation telles qu'elles sont mesurées par le marché n'ont pas remonté aussi fortement. Mais effectivement, les banques centrales regardent ça, regardent également l'assouplissement des conditions financières. Et tout ça ne fait pas le jeu du ralentissement de l'inflation. Je rappelle que l'inflation reste trop élevée. Si vous regardez le core PCE aux États-Unis, 4,6. Si vous regardez l'inflation sous-jacente en zone euro, 5,7. Ça reste beaucoup trop élevé. Et donc, les banques centrales s'en inquiètent. Bon, ça boucle avec l'idée que la barre pour des baisses de haut est très élevée encore, Eric. Oui, c'est ce que vous disiez. Ce sera plutôt plus que moins, et malheureusement pour ces corps PCI qui sont portés en partie par les salaires, je ne crois pas que ça se calme naturellement sans un ralentissement, voire une récession. Donc, c'est une question de temps et de résilience de l'économie face aux banquiers centrales, mais il faudra vraiment appuyer sur le frein, car dans la durée, même si je pense qu'ils ne sont pas très pressés, ils veulent quand même clairement revenir. Et un point qui est important, c'est qu'il y a les anticipations du consommateur, mais dans les anticipations de la courbe, quand on regarde les inflations attendues par le marché à 5 ans, à 10 ans, voire même à 5 ans dans 5 ans, pour enlever les effets très courts qu'on peut avoir induits notamment par le prix du pétrole, pour l'instant, il y a une totale crédibilité du banquier central. Alors, ça c'est un peu décalé par rapport au pré-Covid, mais globalement, on fait confiance au banquier central pour que d'ici 5 ans, on revienne dans des zones acceptables d'inflation. Ça, c'est vraiment à surveiller parce qu'il peut y avoir une perte de confiance et de crédibilité du banquier central à cet endroit-là. Mais ça, c'est la grande victoire de 2022 du front-loading d'avoir réancré des anticipations d'inflation, alors qu'avait commencé à bouger, mais c'était, mois de mars 2022. C'était, voilà. Et dès le mois de mars 2022, le discours de la Fed a tué et réancré les anticipations d'inflation. Ils l'ont dit à Jackson Hole, au risque de faire des choix douloureux, c'est le terme de Powell sur la croissance. Bon, logique d'investissement... Que deviennent les pays AAA+ dans ce monde un peu complexe aujourd'hui Gilles, c'est votre dada, les AAA+. Oui, alors c'est un de nos dadas, on en a beaucoup. Non, mais c'est un bon thème. Oui, c'est un bon thème. Oui. Alors donc, je rappelle que c'est un thème qui est propre à Equity GPS en termes de nomenclature et qu'on a... Oui, c'est pas les ratings des agences. Pas seulement. On a une quinzaine de critères différents qui identifient au sein des pays développés des pays qui constituent des terreaux particulièrement attractifs pour le développement d'entreprises saines, de qualité, rentables, avec du pricing power et largement internationalisé, qui capturent une part anormalement élevée de la croissance mondiale.
par rapport à leurs concurrents situés dans des pays plus difficiles, plus instables, etc. Et donc, et ça représente à peu près 20% de la capitalisation boursière mondiale. Enfin, on s'est arrêté à 20% de la capitalisation Oui, donc c'est un bel univers d'investissement. Un magnifique univers d'investissement. Et alors, cet univers est un peu cher. En fait, comme si le marché commençait à pricer la qualité vue de ce prisme-là. D'accord. La prime pour la qualité augmente. Voilà. Et donc historiquement parlant, on a pu avoir des points d'entrée beaucoup plus attractifs sur ces marchés. Là encore, ça c'est une vision très générale. Au sein de quand on regarde au niveau granulaire, et nous c'est ce qu'on fait, bien sûr, sur 95% de la capitalisation mondiale. Là, on a des dispersions en termes de rating et des choses très très attractives, en particulier dans des secteurs très sensibles au taux. Une des raisons derrière la risée des marchés récemment, c'est la baisse des taux longs. Et on ne manque pas d'idées de croissance très longue. D'accord. À la fois sur les marchés, sur le marché aujourd'hui, des entreprises déjà matures, mais également les entreprises de demain, notamment en termes de tout ce qui est révolution énergétique, lutte contre le changement climatique. Il y a des thèmes séculaires là qui sont et qui vont des repères importants et qui vont devoir être financés. Est-ce qu'on a envie de reprendre de la duration justement dans ce contexte de marché aujourd'hui, Vincent ? Plutôt. Encore une fois, je pense que pas mal de bonnes nouvelles économiques sont dans les prix. Donc, si on venait à être déçu, les taux longs pourraient baisser, notamment aux États-Unis. On est plus confiant sur le potentiel de baisse des taux longs américains que les taux longs européens. La BCE est condamnée à continuer un peu, alors que la Fed pourrait peut-être se mettre en pause pour voir. Voilà, il y a un décalage temporel. Et puis la Fed a beaucoup plus monté. Donc, si les choses devaient mal se passer, il y a également beaucoup plus de potentiel de baisse, notamment. Alors, je partage l'idée qu'effectivement, l'inflation reste trop haute, mais si on avait un accident financier, on sait que les banques centrales feraient ce qu'il faut. Donc, oui, je pense qu'il y a de la place pour que les taux longs américains reculent, malgré une inflation qui reste trop élevée. Ouais. Comment vous résumez l'équilibre en matière d'investissement aujourd'hui chez Ophi Invest AM? Nous, on est content d'avoir retrouvé des taux d'intérêt. Ouais. Et un point qui est intéressant, sur le crédit, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas cette compression entre les spreads et les taux. Ça veut dire que la classe d'actifs est réabordée en taux absolu. C'est-à-dire que les taux baissent, on remet un peu de spread, les taux remontent, on enlève un peu de spread. Et ça, je dirais qu'on est à nouveau, on est enfin payé pour notre risque. Alors c'est un peu trivial, mais enfin, ça fait un certain temps que on est en répression financière post la crise d'endettement majeure de 2008. C'est assez sain et ça crée une vraie concurrence aux autres classes d'actifs. Et c'est vrai que le portage, ça redevient intéressant et la composante taux du portage, pour le coup, redevient assez protectrice si ça se passe pas bien. Puisque effectivement, si on a un choc assez violent, en particulier aux US, il y a de la place pour que ça rebaisse pour protéger son portefeuille, et même y compris du haut rendement dont on peut craindre qu'il souffre à l'occasion d'un ralentissement. 8 de rendement, on est payé pour attendre. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché en plateau. Éric Bertrand, Ophi Invest Asset Management, Vincent Chéniaud, General Investments et Gilles Bazissire, Equity GPS. L'analyse de la vie politique, économique américaine par Pierre-Yves Dugas, c'est chaque lundi dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse qui devient notre quart d'heure américain et qui nous permet de retrouver notre correspondant américain. Pierre-Yves, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Même 10 jours après la tournée d'Emmanuel Macron en Chine, la visite d'Emmanuel Macron en Chine, il faut en reparler, Pierre-Yves, d'autant que lundi dernier était le lundi de Pâques et que nous ne nous sommes pas parlé à cette occasion. Il n'y avait pas d'émission et je le rappelle. Mais 10 jours après, le sujet de la visite d'Emmanuel Macron reste un sujet important, vu de Washington. Ah oui, je crois que vu de Pékin aussi, vu de Brasilia aussi, puisque le président Lula était peu de temps après, il y a quelques jours encore à Pékin, et a dit des choses extraordinairement similaires à celles qui ont été dites par le président français, et c'est ça que je trouve extraordinaire, qui ont suscité, d'un point de vue officiel de la part de la Maison-Blanche, une réaction pratiquement inexistante.
je trouve très intéressant la manière dont l'administration Biden a choisi de ne pas hurler, a choisi de faire comme si de rien n'était, face à des déclarations et la signature même d'un accord global de partenariat par le président français avec son homologue chinois, dans le cadre d'une visite où on a vu les deux hommes fraterniser, se promener chemise sans cravate, et critiquer la toute-puissance du dollar, dénoncer la logique de la guerre froide et des blocs, vouloir surmonter tout cela, parler d'un monde multipolaire, toutes ces choses qui sont dans la rhétorique chinoise, des choses délibérément destinées à affaiblir tout ce qui relève de la tradition de la guerre froide, d'affaiblir l'impérialisme américain, d'affaiblir l'Alliance atlantique. Le porte-parole du Conseil de sécurité de la Maison-Blanche a simplement dit « Nous coopérons très très bien avec la France. Franchement, il n'y a aucun problème. Nous travaillons en Afrique avec eux très bien, nous travaillons en Ukraine avec eux très bien, et tout va très bien, Madame la Marquise. » Alors, deux explications à cette prise de position que je trouve assez subtile et assez fine. La première, on ne veut pas donner à Pékin le plaisir d'afficher un affaiblissement des relations entre Paris et Washington. Donc on ignore le problème. On ne veut pas consacrer la chose. Deuxièmement, je pense, et là ça n'est pas très flatteur à l'égard du président français, que l'opinion de l'administration Biden et du président Biden sur la personnalité d'Emmanuel Macron était probablement déjà faite, mais si ce n'était pas le cas, maintenant c'est certainement le cas. La Maison-Blanche a compris qu'Emmanuel Macron était un romantique, était quelqu'un qui était convaincu que son authentique supériorité intellectuelle lui permettait d'aller voir Poutine pour le convaincre de ne pas envahir l'Ukraine. Oups, ça n'a pas marché. Alors, on pouvait lui permettre d'aller à Pékin pour dire au président chinois, surtout, n'allez pas participer à ce conflit en Ukraine. Joe Biden ne se fait absolument aucune illusion. En revanche, au Congrès, on a beaucoup entendu Marco Rubio, qui est quand même le républicain le plus important au Sénat, au Comité des Affaires étrangères, mais il y en a eu d'autres, sans oublier le président Trump, qui a carrément dit que Emmanuel Macron était allé embrasser le postérieur du président chinois. Et dans la presse américaine, le Wall Street Journal, le New York Times, le Washington Post et les autres chaînes américaines n'ont pas manqué de souligner que la manière dont le président Macron s'est fait instrumentaliser par le président Xi est quelque chose dont on ne devrait pas être très fier dans les cercles diplomatiques français. Ne l'oublions pas, ce n'est pas simplement la question d'une interview qui a été donnée par le président français dans l'avion alors qu'il était fatigué et qu'il rentrait, dans laquelle il a lâché 2 ou 3 phrases qui ont pourtant été revues et corrigées, dans lesquelles il laisse entendre que Taïwan, Taïwan c'est l'affaire des Chinois et que ce n'est pas notre guerre. Nous, Européens, nous avons à nous préoccuper d'autre chose. Ne nous laissons pas entraîner dans les aventures américaines. Qu'il n'a pas renié par la suite, par ailleurs. Hein. Exactement. Donc ça n'a pas beaucoup plu à Taipei, ça a beaucoup plu à Pékin. Mais c'est tout le voyage du président Macron qui a laissé beaucoup d'Américains pantois. Qui est Jack Teixeira, Pierre-Yves? On a découvert son nom, je crois, c'était la semaine dernière, un nom qui a fait les gros titres, j'imagine, de tous les journaux américains, puisque Jack Teixeira, qui est un jeune Américain, visiblement se retrouve au cœur d'une affaire assez spectaculaire de leak, de fuite de documents émanant du Pentagone. Jack Teixeira, 21 ans, est rentré dans la garde nationale, dans l'armée de l'air du Massachusetts en 2019. C'est un petit technicien des réseaux qui, semble-t-il, s'ennuie beaucoup, qui passait beaucoup de temps sur une plateforme Internet, un forum d'échange et de discussion, un chat room, avec des gens encore plus jeunes que lui, et qui, pour les impressionner, se faisait appeler The OJ, ce qui veut dire en argot l'originateur, et qui, pour mieux les impressionner, a commencé à poster dans ce forum
il y a plusieurs mois, des documents ultra secrets, relatifs non seulement à l'analyse que font le Pentagone et le département d'État des mouvements de troupes en Ukraine, mais également de communications diplomatiques impliquant les plus importants dans la diplomatie mondiale, notamment le secrétaire général des Nations Unies et bien d'autres. Et en publiant dans ce chat room, plus il publiait ces informations ultra secrètes qu'il photocopiait, ces documents qui étaient en sa possession alors qu'il avait simplement un rôle de pur technicien, au bout d'un moment, d'autres ont fini par trouver ça intéressant et l'ont sorti dans d'autres chatrooms, plus ou moins téléguidés par Moscou. Et c'est devenu un scandale et une fuite d'informations extraordinaires. Et pourtant, ce jeune garçon n'est pas un espion, a priori. Et ce n'est même pas non plus un donneur d'alerte. Il avait besoin de se mettre en valeur, semble-t-il. Maintenant, il est en prison. Il va au moins passer 15 années en prison. Si ce n'est plus, et c'est une source d'embarras pour le Pentagone qui révèle ainsi que tous les mécanismes de contrôle de l'information ultra secrète qui ont été mis en place après l'affaire Snowden, qui remonte quand même à 2013, finalement n'ont servi à rien et le Congrès va se pencher très sérieusement là-dessus. Le sénateur Lindsey Graham l'a dit, il faut que des têtes tombent. Il n'est pas normal qu'un jeune gamin de 21 ans puisse avoir accès et diffuser des informations ultra secrètes de nature embarrassante. On s'aperçoit à cette occasion d'ailleurs que probablement la NSA, la National Security Agency, qui sont les grandes oreilles américaines, écoute toutes les chancelleries du monde entier. On le savait, mais là on a quelques exemples, puisqu'on pense que c'est par les moyens techniques de la NSA que notamment le gouvernement jordanien a été pris en flagrant délit de discussion de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les Chinois ne soient pas trop vexés qu'on les exclue d'un appel d'offres pour la 5G en Jordanie, que le président égyptien ait cherché un moyen de fabriquer des missiles qu'il aurait pu vendre à la Russie sans le dire aux Américains. Bref, des choses assez explosives et assez embarrassantes. Merkel était directement écoutée par la NSA, Pierre-Yves, si je dis pas de bêtises, je veux pas dire de bêtises, je parle sous votre contrôle et je voudrais pas que la NSA nous retombe dessus. Je suis sûr qu'ils nous écoutent avec attention. Merkel, Nicolas Sarkozy, tout le monde est écouté. Tout le monde est écouté, il faut être très prudent. Vous savez ce qu'on fait ? Une anecdote, vous savez ce que l'on dit à un représentant du gouvernement américain qui se rend en visite à Paris dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Au moment où vous atterrissez à Roissy-Charles de Gaulle, vous éteignez votre téléphone américain et vous enlevez la carte SIM et vous enlevez la batterie du téléphone. On part du principe que tout le monde nous écoute, que ce soit à Paris ou à Washington. Si on est ravis en tout cas de pouvoir vous écouter, vous, le lundi à 17h45 en direct dans ce quart d'heure américain de Smart Bourse, rediffusé à 20h45 lors de la rediffusion de l'émission à partir de 20h. Retrouvez évidemment ce quart d'heure américain chaque semaine en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Pierre-Yves Dugas, merci beaucoup Pierre-Yves. À lundi prochain et voilà donc la fin de cette édition ce soir. Nous nous retrouvons demain à 12h30 en direct sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.